Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce module 4 de notre série de vidéos qui porte sur la virtualisation. Ici, nous avons un bref rappel des modules de notre formation et là, nous sommes sur le module 4, c'est-à-dire la configuration, réseau et stockage. Là également, nous avons un bref rappel sur les différents objectifs de cette série de vidéos. Et enfin, nous allons passer à l'essentiel, c'est-à-dire le module 4, comment configurer le réseau et le stockage. Le plan de ce module, nous aurons d'abord la configuration réseau. Le réseau, c'est quoi concrètement? C'est comme si vous avez un ordinateur qui est isolé, et vous souhaitez le connecter à un réseau LAN ou un réseau WAN. Donc, c'est pour pouvoir permettre à cet ordinateur-là de communiquer avec les autres ordinateurs de votre réseau LAN ou soit permettre à cet ordinateur de communiquer avec d'autres réseaux depuis l'extérieur. Donc ici, les trois modules précédents nous ont permis de créer des machines virtuelles. Le but, c'est de créer des machines virtuelles, installer, configurer nos différents services réseau et nos différents services, comme par exemple le service DHCP, le service DNS, etc. Et par la suite, c'est de pouvoir connecter ces différentes machines à notre réseau LAN ou par exemple aller jusqu'à les rendre accessibles depuis l'extérieur. C'est ça en fait l'objectif de la configuration réseau. Donc il ne s'agit pas de créer des machines virtuelles isolées, mais des machines virtuelles qui seront connectées au réseau LAN ou au réseau WAN. Donc la première partie de notre vidéo est très importante, car c'est le cœur même. Ensuite, nous allons passer à la configuration de stockage. La configuration de stockage, le stockage ici, on va appeler le data store. Il en existe plusieurs types. Lorsqu'on crée une machine, le disque interne est un data store. Et, il peut arriver par moment qu'on souhaite configurer un cluster. Et dans ce cas de figure, il faut créer un type de stockage, soit VMFS, soit NFS, et partager ce stockage-là entre les différents hôtes et qui va nous permettre de configurer tout ce qui est migration, de stockage, etc. Et ensuite, nous aurons une troisième partie qu'on a dédiée essentiellement au lab. Donc, configuration réseau. Avant de commencer, il faut savoir que la configuration réseau au niveau des machines virtuelles est un peu complexe. Un peu complexe parce qu'elle englobe un ensemble de définitions, un ensemble d'éléments qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre. Contrairement à un switch normal là, qui contient des ports, le V-switch par exemple qui est utilisé qui est une notion très, très importante utilisée dans le cadre de la machine virtuelle, est en fait un V-switch. V-switch, c'est-à-dire un switch virtuel. Il y a également des ports, mais certains de ces ports sont utilisés pour connecter nos différentes machines, mais d'autres par contre sont utilisés pour mapper les 4 réseaux physiques de notre hyperviseur. Donc comme je le disais, ce sont des notions très importantes qu'il faut comprendre d'abord avant de commencer à faire la configuration. Sinon, votre configuration réseau risque d'être un échec. Donc, ici on verra les switches. Je vais vous montrer une image du switch. Voilà un switch qui est là. Voilà un switch qui est là. C'est comme un switch normal. Donc, on a en matière de virtualisation, on a deux types de switch. On a le V-Network et le V-Switch. Le V-Network, c'est-à-dire, c'est également un switch virtuel, mais la différence c'est que le V-Network va nous permettre de connecter uniquement nos machines virtuelles. Donc ce V-Network va permettre la communication entre nos machines virtuelles et également entre notre machine virtuelle et notre ordinateur hôte. Contrairement à un V-Switch
un vSwitch qui va permettre la communication entre notre machine, nos différentes VM et le réseau externe, c'est-à-dire notre réseau LAN ou un autre réseau, un réseau WAN. Donc, on pourra par exemple, dans le cas du vSwitch, contacter notre machine depuis l'extérieur, une de nos machines virtuelles depuis l'extérieur. Donc ça, ce sont les types de commutateurs qu'on rencontre lorsqu'on parle de lorsqu'on parle de machine virtuelle. Les ports. Sur cette image, on présente des ports qu'on aura normalement à configurer après. Je vais faire juste un bref rappel, une petite introduction. Il existe deux types de ports. Les ports VM kernel et les ports groupe de machines virtuelles. Les ports, je vais d'abord commencer par les ports, les ports groupes, pardon. Les ports groupes sont utilisés pour connecter nos différentes machines virtuelles, essentiellement. Et lorsqu'on parle de port VM kernel, on a dit que on a eu l'occasion d'en parler dans la formation précédente. Nous avons parlé de l'interface VM kernel. On a dit que c'était le cœur même de notre hyperviseur et qu'il contenait un ensemble de fonctionnalités telles que les adaptateurs VNIC, tout ce qui était élément important. Donc ici, on parle cette fois-ci de port VM kernel. Le port VM kernel, il faut dire que c'est des ports spéciaux qui vont permettre de configurer différents services tels que le service de stockage, la vMotion, c'est-à-dire la migration à chaud d'une machine virtuelle, et la gestion même du VM kernel, c'est-à-dire lorsqu'on voudra configurer le VM kernel, c'est ce port-là qui sera utilisé. Donc, pour ces deux types de ports, il faut savoir que ces ports-là sont mappés sur les ports physiques qu'on appelle les VMNIC. Les ports physiques sont les ports physiques qu'on retrouve à l'arrière de notre hyperviseur. Donc, ça, je sais que c'est encore flou. On va essayer d'avancer. Je vais expliquer toutes ces notions un peu plus en détail. Les vNetwork. Il faut dire qu'il existe deux types de vNetwork. Il y a le vNetwork Standard Switch et le vNetwork Distributed Switch. Le vNetwork Standard Switch est en fait un vSwitch comme tous les autres. La seule différence, c'est qu'il est configuré sur une seule hôte. Contrairement au vNetwork Distributed Switch, qui permet de configurer un vSwitch sur plusieurs hôtes. Donc, avant de passer ici, je vais faire un bref rappel. Le rôle du vSwitch, c'est de connecter nos machines virtuelles afin de permettre la communication interne et externe. Ça, c'est le rôle du vSwitch ou du vSwitch. Le rôle du vNetwork, c'est de permettre la communication uniquement entre nos machines virtuelles et notre hôte. Le rôle du port, les ports qu'on a eu tout à l'heure à présenter, ces ports ont pour rôle de permettre la communication interne. Les ports, les ports groupes permettent la communication interne, tandis que les ports VM kernel permettent la communication externe. Le vNetwork standard se configure sur un seul hôte. C'est un vSwitch qui se configure sur un seul hôte, contrairement au vNetwork Distributed Switch qui permet d'étendre la configuration sur plusieurs hôtes, la configuration réseau sur plusieurs hôtes. Donc cette image est vraiment à comprendre, est vraiment à maîtriser, car ce sont les notions de base même de tout ce qui est réseau, tout ce qui est networking dans le cas de la machine virtuelle. Bon, elle n'est pas trop explicitée, mais à votre gauche, pardon, vous verrez les différents virtual Ethernet. Donc, ce sont les 4 réseaux Ethernet, les adaptateurs de 4 réseaux Ethernet, qu'on représente là. Ce sont des 4 réseaux qu'on retrouve à l'intérieur des machines virtuelles. Le VNIC, qu'on appelle aussi le VNIC. Les ports groupes que j'ai présentés tout à l'heure, comme je l'ai dit, voilà, si vous voulez, voilà un vSwitch.
Et là, nous avons des ports groupes. Donc, on remarquera que ces ports groupes-là permettent de connecter uniquement les machines virtuelles. Et à votre droite, on verra, plus en bas, on verra les adaptateurs Ethernet physiques qui représentent juste l'arrière en fait de notre ESI, les différents adaptateurs réseau de notre ESI. Et là, on les appelle, au lieu de VNIC, c'est-à-dire 4 réseaux de machines virtuelles, on les appelle les PNIC, les VMNIC ou les AppLink. Ce sont en fait des 4 réseaux physiques qu'on retrouve à l'arrière. Donc, on verra que les VNIC sont mappés sur les VMNIC. Donc, les 4 réseaux des différentes machines sont mappés sur ce qu'on appelle les VMNIC ou les AppLink ou les PNIC. Voilà, donc ces VMNIC sont connectés aux switches physiques. Des switches physiques, c'est-à-dire des switches physiques sur lesquels on va connecter nos différentes machines de notre réseau LAN. Et un peu plus à droite de l'image en haut, on verra les interfaces vmkernel. Ces interfaces sont très importantes. Elles permettent de configurer, comme je le disais, les différents services. Lorsque vous voudrez connecter votre hyperviseur à un stockage, à un nouveau stockage, la communication passera par le port storage, le premier port, voilà, qui également contient une carte VNIC. Et lorsqu'on voudra prendre le contrôle, lorsqu'on voudra manager notre hyperviseur, le trafic va utiliser le port management. Également, lorsqu'on voudra faire tout ce qui est service de vMotion, c'est-à-dire la migration à chaud d'une machine virtuelle créée en interne sur notre hôte, le trafic va passer par le port vMotion. Voilà. Donc, la différence entre ces deux types de ports, c'est-à-dire les VNIC, il existe deux types de VNIC. Nous avons les VNIC qui connectent uniquement les machines virtuelles et les VNIC qui permettent de configurer des réseaux tels que le stockage, la gestion de l'hyperviseur et la vMotion. Donc, la différence, c'est que les ports storage, management et vMotion vont se voir attribuer la couche TCP, c'est-à-dire on pourra leur attribuer une adresse IP. Lorsque je voudrais faire la migration, il faut savoir que la migration des machines virtuelles de mon hôte vers un autre hôte, le trafic utilisera le port vMotion avec une adresse IP spécifique, le 1.3. Donc, pour ce qui est du trafic de stockage, il va utiliser le port storage. Je sais que c'est encore flou, on va avancer, je vais essayer d'expliquer encore plus en détail. Donc là, ici, je vais vous présenter un switch, plutôt un V-switch, un switch que on va retrouver à l'intérieur d'un hyperviseur, qui sera créé à l'intérieur d'un hyperviseur. Donc ce V-switch là, comme le switch physique, va contenir des ports. Donc je vais créer un premier port et sur ce port, je vais connecter quoi? Je vais connecter une machine virtuelle que j'aurai créée à l'intérieur. Je vais également créer, pas que je crée, mais je vais utiliser le port suivant pour connecter ma machine virtuelle 2 que j'aurai créée. Je vais également utiliser un autre port pour connecter ma machine 3 que j'aurai créée. Donc, c'est simple. Un V-switch, comme je l'ai dit, c'est un switch, mais un switch virtuel qu'on retrouve à l'intérieur d'un hyperviseur. Son rôle, c'est de pouvoir connecter nos machines virtuelles, de connecter nos machines virtuelles entre elles pour permettre la communication interne ou avec autres, ou ces ports-là vont nous permettre également de permettre la communication entre nos machines virtuelles et notre réseau LAN ou un réseau WAN. Donc, j'ai un V-switch. J'ai des ports sur lesquels je vais connecter les machines virtuelles. Donc, les ports qui vont servir à connecter nos machines virtuelles sont appelés les ports groupes. Je vais également créer un autre type de port, toujours un port groupe, sur lequel que je vais appeler le port groupe 2, sur lequel je vais connecter une machine virtuelle. Donc ici, c'est pour dire qu'on peut créer autant de ports groupes sur notre V-switch. Tout dépend du nombre de machines virtuelles que nous avons.
Maintenant, la différence entre les différents port groupes, c'est que je peux les mettre dans un VLAN, dans un LAN virtuel pour permettre la communication ou interdire la communication. Donc, on sait que le VLAN, qui est un LAN virtuel, est utilisé au niveau de la couche 2 du modèle aussi, au niveau de tout ce qui est équipement de couche 2, c'est-à-dire le switch. Et il va permettre d'interdire, par exemple, si je souhaite interdire la VM1, je souhaite interdire la communication entre la VM1 et la VM4, par exemple, je vais juste les mettre dans différents VLAN. Et si je veux créer, permettre la communication entre ces deux VLAN, je vais juste connecter un équipement de couche 3 à mon vSwitch depuis l'extérieur, ce qui va me permettre au fait de configurer, par exemple en utilisant un routeur Cisco, de configurer les différentes sous-interfaces, par exemple de l'interface qui va me permettre de connecter ces différents VLAN, et je pourrais facilement permettre la communication entre deux VLAN, entre les machines de deux VLAN différents. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment des choses à comprendre et à connaître. Donc ici, je vois deux types de port groupe, le port groupe 1, le port groupe 2. Donc chaque port groupe va appartenir, si je veux, à un VLAN différent, et cela va me permettre de restreindre la communication entre les machines virtuelles. Donc, je peux créer autant de port groupe qu'il y a de machines. Ok, donc on va passer à un autre type de port qu'on va appeler ici le port management. Donc comme je le disais tantôt, si une machine virtuelle, soit la VM1, souhaite communiquer avec le management, si par exemple je souhaite me connecter à notre hyperviseur et faire des configurations, par exemple créer des machines virtuelles ou faire la configuration réseau stockage, le trafic va passer par le port management. Voilà. Ou si par exemple je souhaite me connecter à VM1, donc le trafic va passer à travers ce port là jusqu'à la machine virtuelle VM1. J'ai aussi un autre type de port que je vais appeler la vMotion. Un élément très important de la machine la notion de machine de virtualisation des serveurs, c'est la vMotion. La vMotion, comme je l'ai dit, je l'ai répété, va nous permettre de faire la migration de notre machine virtuelle à chaud d'un autre hôte, ou de lui faire changer ce qu'on appelle le data store ou la banque de données. Voilà, sur les notions, il faut juste essayer de comprendre, mais tout cela sera mis en pratique dans les autres modules à venir. Donc la vMotion, c'est essentiellement pour la migration. Si je souhaite migrer par exemple les 3 premiers VM, je vais juste, normalement le trafic de migration va utiliser ce port-là, qu'on appelle le port vMotion. Et également, on a un 3 types de ports qu'on appelle le storage. Si je souhaite connecter mon hyperviseur à un réseau, soit au réseau LAN simplement, ou à un réseau, si le réseau de stockage est différent, je vais utiliser le port storage. Supposons que mon hyperviseur est connecté à un réseau qu'on appelle le réseau de stockage, par exemple, qui au lieu d'être le 192.168.1.0, va appartenir à un réseau qu'on appelle le 192.168.2.0. Donc ici, l'adresse IP que je vais donner à la carte réseau de mon stockage sera juste le 192 par exemple .68.2.1. Donc l'adresse IP de ce port là va appartenir au réseau de stockage. Ou par exemple, je peux par exemple utiliser le même réseau LAN pour ma configuration de stockage. Mais en termes de sécurité, il est conseillé de plutôt isoler ces deux types de LAN. Voilà. Donc, le port storage est utilisé pour tout ce qui est stockage de données, c'est-à-dire lorsque je veux stocker des informations où je souhaite stocker
comment je dirais ça, stocker les différentes machines virtuelles sur notre data store. Je peux utiliser le trafic, va utiliser ce type de port-là. Donc, ces trois types de ports que je viens de citer sont des ports VM kernel. Donc, en conclusion, il existe deux types de ports. On a les ports groupes qui sont utilisés pour connecter essentiellement les machines virtuelles et les ports VM kernel qui sont utilisés pour créer, qui sont utilisés pour configurer des services de management de vMotion et de storage. On peut créer autant de ports groupes comme autant de ports VM kernel. Voilà. Donc, comme je le disais lors de la présentation de mon slide précédent, j'ai dit que les ports VM kernel sont les ports sur lesquels on pourra faire la configuration TCP/IP. Donc, on pourra octroyer des adresses IP en fonction de notre réseau LAN ou de notre réseau de stockage. Voilà. Et là, on va passer à une notion très importante, les 4 réseaux. Évidemment, ici également, on parle de 4 réseaux parce que les machines virtuelles sont aussi connectées au réseau, ce sont des ordinateurs. Donc, pour connecter mes machines virtuelles à mon réseau, pour permettre à ce que ces machines virtuelles soient vues depuis l'extérieur, depuis l'intérieur d'abord, simplement, je vais utiliser en interne des 4 réseaux qu'on va appeler des VNIC. Donc, les VNIC sont des adaptateurs réseau, des 4 réseaux, des 4 Ethernet virtuels qu'on retrouve à l'intérieur, en interne, à l'intérieur d'une machine virtuelle. Donc, l'ensemble sera appelé VNIC. Là, nous sommes sur le vSwitch et à l'arrière de notre hyperviseur, on retrouve des ports. Là, ce sont les ports physiques, les différents 4 réseaux qu'on retrouve sur notre hyperviseur. Ces ports sont appelés au fait les VMNIC ou les uplink ou les plink également. Donc, pour faire simple, dans une machine virtuelle, quand je crée une machine virtuelle, les 4 réseaux que j'aurai à créer sont appelés les VNIC, les NIC virtuels, les 4 réseaux virtuels ou les adaptateurs Ethernet virtuels. Sur l'arrière de notre hyperviseur, on va utiliser des ports spéciaux qu'on appelle le VMNIC ou uplink ou plink. Ces ports-là vont nous permettre de mapper au fait les ports internes, les ports de nos différents switches, de mapper les ports de nos différents switches. Donc, les ports de nos différents vSwitch seront mappés sur les ports VMNIC. Donc, les ports VMNIC sont utilisés lorsqu'on souhaite permettre la communication entre nos différentes machines virtuelles et notre réseau LAN ou notre réseau de stockage, ou lorsqu'on voudra configurer, par exemple notre hyperviseur. Donc, ils sont très importants. Nous avons parlé de plusieurs notions, la notion de port groupe, la notion de port VM kernel, qui contient 3 types de ports, le management, le vMotion et le storage. Ces 3 types de ports sur lesquels on pourra attribuer des adresses IP. Et également, nous avons de notre côté des ports groupes, mais également des ports VMNIC ou uplink. Donc, ces ports VMNIC sont utilisés pour permettre la communication avec le monde extérieur. Voilà. Donc, j'ai assimilé les différents VMNIC là à l'arrière de notre hyperviseur, sur lequel on retrouve nos différents 4 réseaux, les 4 réseaux connectés sur notre hyperviseur de façon physique. Et ces 4 réseaux-là, maintenant, sont utilisés pour connecter notre hyperviseur à notre switch. Donc là, il ne s'agit pas du vSwitch, mais du switch physique, du switch réel de notre LAN. Ok, donc on va passer au lab. On va apprendre à connecter une machine virtuelle, à créer les différents ports. Donc toujours dans le cadre de cette formation, j'ai un seul E ici. J'ai également mon DC. Ici, j'ai mon vCenter. On a eu pour la formation précédente, nous avons eu à créer un data center qui contient en fait un seul hyperviseur qu'on j'ai appelé le EIC1.etforall.it. Si je vois bien dans les détails,
je vois que en résumé, qu'est-ce que j'ai? Voilà, ici j'ai les détails. Ici, je peux voir le data store, c'est-à-dire le disque dur de notre ici, qui n'est pas SSD. J'ai les informations sur tout ce qui est CPU. J'ai le nombre de machines virtuelles créées sur ce hyperviseur. Ici, il n'y a qu'une seule machine virtuelle. Bon, maintenant, pouvons passer à la configuration du réseau. Pour configurer notre réseau, il faut cliquer juste sur notre hyperviseur et venir dans la partie configuration. Voilà. Une fois ici, nous allons aller dans l'onglet mise en réseau. Bon, on a les adaptateurs réseau, les VMNIC. Comme je le disais, on peut rajouter autant de VMNIC. Donc, pour faire la configuration réseau, nous allons venir ici dans l'onglet mise en réseau. Et comme je l'ai présenté tout à l'heure sur les slides, j'ai présenté un vSwitch, les différents vSwitch. Juste en haut, on verra commutateur standard vSwitch ou vSphere Distributed Switch. Là, c'est juste un vSwitch standard que je crée. Donc, le voici. À notre gauche, on retrouve les différents ports réseau qui sont présents dans notre machine virtuelle, ou soit les différents ports réseau de gestion ou de vMotion. Et à notre gauche, on verra que à notre gauche, on retrouve plutôt ces ports, et à notre droite, on retrouve les 4 réseaux physiques de notre hyperviseur. Donc, on pourra juste mapper ces différents ports-là, les ports de notre vSwitch, sur les ports physiques de notre hyperviseur. Donc là, on voit que nous avons créé un premier vSwitch. Il contient 2 ports, le groupe de ports de machine virtuelle et le port vmkernel. Donc, on remarque tout de suite que notre machine virtuelle VM1 qui est créée est connectée au groupe de machine virtuelle, au VM Network. Voilà. Et l'adresse IP que nous avons attribuée à notre hyperviseur, c'est-à-dire l'adresse IP qui est là. L'adresse IP qui est là, c'est-à-dire le 192.168.1.10. On le retrouve là. On le retrouve ici sur le port vmkernel. Donc, j'ai dit que le port vmkernel permet de configurer différents réseaux, comme par exemple de prendre la main sur notre hyperviseur et de le configurer. Donc, l'adresse IP que j'ai attribuée à ma machine, à mon hyperviseur, se retrouve ici sur le port vmkernel. Et on remarque que les 2 types de ports qui sont juste à gauche sont connectés à un autre type d'adaptateur qu'on appelle les VMNIC. J'ai dit que les VMNIC étaient les 4 réseaux physiques qu'on retrouvait sur notre hyperviseur, et que la connexion des ports présents à gauche sur le port présent à droite permet la communication avec le réseau LAN, le réseau de stockage, ou soit configurer la vMotion, ou soit la communication avec un réseau WAN. Donc on a ça. Je vais créer un autre vSwitch cette fois-ci pour connecter cette fois-ci au réseau de stockage. Ici déjà, je vais créer notre machine virtuelle. Elle sera présente sur le data store, sur mon data center. Je l'appelle VM2. Et là, je vais le stocker sur notre stockage par défaut, qui est en fait qui est en fait le disque dur de mon hyperviseur. Ici, la capacité de 35 Go, dont 17 Go alloués. Ici, j'avais déjà rajouté d'autres types de data store. On les verra tous ici. Et j'aurai l'occasion de faire le choix entre différents data stores. Ici, pareillement, si j'avais différents types de data center, je pourrais choisir celui qui va héberger ma machine VM2.
Donc, ici, je vais juste choisir le type de système d'exploitation. Je vais prendre un Linux simple. Et là, c'est au niveau des adaptateurs VNIC, c'est-à-dire les adaptateurs virtuels. Ici, je peux mettre autant de VNIC, ou si je veux faire le team, on appelle ça le NIC teaming, c'est-à-dire la haute disponibilité au niveau des quatre réseaux. Je peux également rajouter au moins 2. Donc là, je vais juste rajouter un seul NIC. Et ce NIC là sera connecté à quel vSwitch? Il sera connecté au VM Network qu'on retrouve là. Attendez. Ici, qu'on retrouve là. Le VM Network. Ça, c'est le réseau sur lequel, c'est-à-dire, il va venir s'installer juste en dessous de ça. Donc là, j'octroie un nombre bien déterminé à ma machine virtuelle, un nombre de VNIC à ma machine virtuelle. Ici, c'est écrit connecté à mise sous tension, c'est-à-dire il sera déjà directement connecté. Je peux le déconnecter par exemple. Donc le nom de l'adaptateur, ce sera un adaptateur VMX-Net3. Je fais suivant. Et ici, ce sera je vais connecter, je vais allouer un disque dur à ma machine virtuelle. Sur les 34 qui sont disponibles sur le data store, je vais lui attribuer par exemple 5 Go. 5 Go. Et comme je l'ai dit, pour la première machine virtuelle, il y a plusieurs types de provisioning. Je vais utiliser le fin provisioning, c'est-à-dire il va pouvoir occuper l'espace sur notre data store au fur et à mesure des données, du volume, de la volumétrie des données que je vais stocker. Donc, par défaut, cette taille ne sera pas fixée sur le disque de notre data store. Il va, en fonction des données que je vais stocker, l'espace sera occupé et il sera au maximum de 5 Go. On va retrouver juste notre machine virtuelle là. Voilà. Donc, on voit que le VM1 et VM2 sont connectés au port VM Network. Et l'adresse IP que j'ai attribuée à mon hyperviseur se retrouve, excusez, je le retrouve sur le port VM kernel. Donc là, notre machine VM2 a été créée et a été connectée à notre premier vSwitch qu'on appelle le commutateur standard vSwitch 0. Donc je peux aussi modifier les paramètres de ce vSwitch là. Voilà, je vois que dans deux types de ports ici, le VM Network et le Management Network. Je peux rajouter des adaptateurs physiques comme des adaptateurs virtuels. Voilà. Ça, c'est notre vSwitch qui contient 120 ports. Et il y a des configurations un peu plus avancées qu'on peut faire. Ici, j'ai mes VNIC. Je peux par exemple rajouter un autre type de VNIC. Une machine virtuelle ici. Un autre type de port, par exemple le port VM kernel ou le port de machine virtuelle. Donc, je peux par exemple rajouter un autre. Et il sera juste rajouté ici sur ce switch là. Je peux l'appeler par exemple test. Voilà.
Donc, les différents services que je peux configurer, j'ai dit ici on pouvait configurer les différents VLAN. Donc, toutes les machines peuvent être dans un VLAN bien précis. Je peux également utiliser ce port pour tout ce qui est vMotion, pour tout ce qui est full tolérance, la tolérance de panne, et pour tout ce qui est trafic de gestion. Donc, je peux l'utiliser ici, je peux mettre l'adresse IP, tout simplement parce que j'ai dit que ce port était de type vmkernel. S'il est de type machine virtuelle, on verra qu'on n'aura pas besoin de mettre d'adresse IP. Vous voyez, tout est là. Donc, je peux également créer un vSwitch. Non, pas un vSwitch, un port, pardon. Je peux également configurer les cartes réseau. Pas mon E ici. Donc, c'est ici que je dois rajouter. Voilà.
Donc là, nous avons eu du mal à connecter à voir apparaître ici nos différents VMNIC. Donc là, j'ai redémarré juste le ici et je pense que c'est bon. Le voici. Donc normalement, au niveau du vCenter, voilà. Ici, quand je viens ici, voilà, j'ai les 4 réseaux VMNIC qui sont présents sur mon hyperviseur, voilà, que je vois ici. Donc là, comme je le disais, j'ai créé mon premier vSwitch, je vais créer un deuxième. Ce sera un VM kernel pour pouvoir stocker d'autres machines virtuelles appartenant à notre VLAN. Donc par défaut, je vais prendre le VMNIC, le suivant. Je peux aussi faire du NIC teaming, utiliser 2-4 réseaux physiques pour rajouter de la haute disponibilité à mon trafic. Ce sera juste pour machine virtuelle de production, pas de configuration du VLAN. Bon, je peux utiliser par exemple la notion de vMotion, etc. Le masque, ce sera du 255.255.255.0. Je vais laisser la passerelle par défaut. Donc là, j'ai mon deuxième vSwitch qui sera le vSwitch 1 qui va me permettre de connecter mes machines virtuelles de production par exemple. Et là, je vais ajouter un troisième. Ce sera de type VM kernel. La quatrième carte réseau n'est pas connectée à mon... Voilà. On peut connecter ici. Je disconnecte.
Voilà, donc c'est bon. Et je vais juste actualiser. Ok, c'est bon. Donc le VMNet 3 n'est pas rouge du tout. C'est bon. Donc je reviens à mon slide. Je remarque que j'ai fini la configuration réseau. Je vais passer maintenant à la configuration de stockage. Donc la généralité. Cette image nous présente une architecture simple sur laquelle on retrouve des hôtes. Et les hôtes sont connectés à différents types de data centers. Et chaque type de data center va utiliser un type de système de fichiers qui va nous permettre de créer au fait un data store, un type de data store. Donc on retrouve les machines virtuelles juste en haut. Et au deuxième, on a des types de data store en fonction du type de système de fichiers. Donc, si vous utilisez un système de fichiers, parce que ici, pour VMware, on va utiliser deux types de systèmes de fichiers, le VMFS et le NFS. Le VMFS, ce sera machine virtuelle, système de fichiers, et le NFS, ce sera du network, système de fichiers réseau. Donc, en fonction du type de système de fichiers, on a un type de data store. Et juste en bas, on a la technologie de stockage, c'est-à-dire les protocoles de stockage, les protocoles utilisés pour connecter nos différentes machines virtuelles à notre data store. On peut faire du direct attach, c'est-à-dire connecter directement le data store physiquement à notre machine virtuelle, à notre hyperviseur, ou soit utiliser la fibre optique, ou soit utiliser la fibre optique over, je crois c'est Extend, et soit utiliser le protocole iSCSI. Donc pour ces quatre types de protocoles, on utilise un type de data store qu'on appelle le data store VMFS. Donc le système de fichiers utilisé ici sera du VMFS. Et pour ce qui est du stockage, la technologie NAS, on va utiliser le système de fichiers NFS. Donc là, comme je l'ai dit, pour les formations à venir, on va configurer des options avancées, la haute disponibilité. Donc ce tableau-là va nous présenter un peu les différents protocoles de stockage et également les différents services, les différentes options qu'ils supportent. Lorsqu'on prend tout ce qui est fibre optique et iSCSI, on voit qu'il supporte le boot SAN, il supporte la vMotion, il supporte la haute disponibilité, il supporte le DRS qu'on va voir mieux et il supporte également le Raw Device Mapping. Voilà. Lorsqu'on prend tout ce qui est NFS, système de fichiers NFS, le NAS va supporter la vMotion, la haute disponibilité, le DRS. Et lorsqu'on prend une DAS, il va juste supporter le Raw Device Mapping. Donc là, ce sont les différents data stores qu'on a. D'abord, un data store, c'est quoi? Un data store, c'est une unité logique de stockage qui va nous permettre de stocker des données. Donc, c'est une unité de stockage. Le data store peut utilise un type de système de fichiers et en fonction du système de fichiers qu'il utilise, on a un type de data store bien défini. Donc pour VMware, on utilise deux types de systèmes de fichiers, le VMFS et le NFS. Voilà. Donc là, on a le data store NFS. L'avantage, c'est que ce data store permet le stockage partagé à travers le réseau. Donc toute machine ou tout VM connecté au réseau peut se connecter à ce type de data store.
Et puis aujourd'hui, on parle de, il supporte également NFS version 3 sur TCP. Nous avons également le Data Store VMFS. Les avantages, c'est qu'il permet l'accès à un stockage partagé. Donc, plusieurs machines virtuelles peuvent accéder à ce Data Store. La taille de bloc, c'est de 1 mégabit par bloc. Il est très bon pour le stockage de fichiers de disques virtuels. Et également, il est utilisé pour on utilise l'adressage sous bloc, donc qui est bien pour les petits fichiers. Donc ici, les data stores vont servir à stocker nos différentes machines virtuelles, nos données ou soit nos ISO, les images ISO. On va passer au lab. Ok, donc nous allons passer après l'explication de tout ce qui est stockage, la configuration de stockage avec les différents protocoles de stockage, les différents systèmes de fichiers de stockage, l'explication des types de data store qu'on trouve et leurs avantages. Nous allons passer maintenant au lab pour la configuration du SAN. Donc ici, pour créer, j'ai utilisé le Windows Server 2008 pour faire mon SAN. J'ai d'abord créé le pool de stockage. Mon pool de stockage ici est composé de 3 disques, disque 1, disque 2 et disque 3. Donc sur l'ensemble de ces 3 disques, j'ai créé un pool de stockage à partir des 3 disques physiques qui sont présents dans mon SAN. Et par la suite, j'ai créé un disque virtuel, le vSAN. Et sur le disque virtuel que j'ai créé à partir de ce pool de stockage que j'ai appelé vSAN, j'ai créé un volume. Donc le volume, c'est ici le volume Z que j'ai appelé disque local Z. Donc ce disque local là est présent, je peux le vérifier là. Donc là j'ai le C par défaut, ici j'ai le Z que je viens de créer, le volume Z. Et maintenant c'est sur ce volume Z que je vais créer un LUN. Ici je vois les propriétés de notre adaptateur. Voilà. C'est CDDC là. Configuration de réseau. Ici on a un souci. Notre adaptateur de stockage n'apparaît pas. Voilà, c'est-à-dire celui-là il n'apparaît pas. Il doit apparaître.
Donc là, nous allons créer un switch pour le stockage. Nous allons le lier à notre adaptateur de stockage. Et ensuite, nous allons ajouter notre serveur cible, c'est-à-dire en marquant l'adresse IP du serveur, de notre serveur SAN ici, qui est Windows Server 2012. Windows Server 2012. Attendez. C'est l'adresse IP de notre SAN. C'est le 192. 78.1.4. Ok. Voilà. Dans l'onglet découverte statique, nous voyons une correspondance entre l'adresse IP de notre serveur SAN, qui est notre serveur cible, et l'IQN créé précédemment. Nous allons maintenant créer notre nouveau disque dur virtuel iSCSI. Voilà. Donc dans l'onglet iSCSI, nous allons choisir nous allons maintenant créer notre nouveau disque dur virtuel iSCSI. Nous allons partir dans l'onglet iSCSI. Voilà, et faire un clic droit pour choisir l'option. Nous allons choisir ici notre volume. Ici, on va choisir le C parce que je n'ai pas suffisamment d'espace sur le Z. Nous allons nommer ce disque dur virtuel iSCSI. Nous allons choisir la taille. Une taille dynamique, c'est mieux. Voilà. Nous allons maintenant, nous remarquons que dans les différentes cibles que nous avons, que nous disposons dans les cibles existantes sur notre serveur SAN, cette cible n'existe pas. Voilà, on remarquera que voilà ici, cette cible qui est là, qui est présente sur notre hyperviseur, n'est pas présente sur notre serveur SAN. Donc on va créer une nouvelle cible iSCSI. On va nommer cette cible là. Voilà, on va nommer cette cible. Et ici, on va rajouter au fait notre initiateur iSCSI, c'est-à-dire notre initiateur iSCSI. Ici, automatiquement, notre IQN apparaît. Ce IQN qui est présent sur notre serveur, notre hyperviseur, apparaît automatiquement dans la deuxième option parce qu'il y a plusieurs options, plusieurs méthodes d'identification. Et ensuite, on peut faire également, on peut sécuriser ça. Et notre cible sera créée. Pour l'instant, on remarquera que l'état est non connecté. On voit déjà notre IQN qui est présent. On va repartir sur l'hyperviseur pour faire quelques nouvelles configurations. On va devoir rajouter on va faire un balayage pour pouvoir voilà, on va la cible connecter 1
périphérique 1, chemin 1. Voilà, c'est bon. On va maintenant rajouter ce stockage là à notre hyperviseur. On va aller dans l'onglet stockage et choisir ici un disque LUN. Voilà, le l'IQN créé. On va choisir le VMFS comme type de système de fichier. On va nommer ici notre banque de données, notre nouvelle banque de données. Voilà, c'est bon, voilà tout le résumé. Et normalement, après quelques minutes d'attente, notre nouvel espace de stockage sera visible à partir de l'hypervision. Donc, comme je le disais, il sera visible, notre LUN sera visible depuis l'hyperviseur comme si il s'agissait d'un volume qui a été rajouté physiquement, tel que le C par exemple. Là, on voit notre nouvel espace de stockage qui s'est rajouté à notre hyperviseur. On va donc vérifier sur notre SAN. On verra que l'état va passer de non connecté à connecté, ce qui prouve que c'est bon. On va faire un F5. Voilà, donc c'est parfait. On pourra désormais stocker sur ce nouvel espace de stockage nos nouvelles machines virtuelles créées. On pourra stocker également nos différents ISO, stocker également les différents ISO, les différentes machines virtuelles qu'on va créer prochainement et nos différentes données également. On va vérifier ici la présence de notre LUN. Voilà le LUN qui est créé. Voilà. Il est présent dans notre C. Effectivement, c'est sur le volume C que je l'ai créé. Le chemin d'accès de notre LUN est spécifié lors de la configuration, du LUN. On va passer maintenant à un test. On va essayer de migrer notre machine virtuelle VM1 sur notre nouvelle banque de données. On va faire migrer et cette fois-ci, on va choisir changer de banque de données. Voilà, changer de banque de données. Donc, on pourra faire déplacer, migrer une machine virtuelle d'un espace de stockage à un autre espace de stockage. Je vais vérifier les banques de données que j'ai. Voilà, je dispose de 2 banques de données désormais. Je vais parcourir cette banque de données et voilà, je remarque la présence de notre machine virtuelle VM1. Donc, cela montre que la machine virtuelle VM1 a migré d'une banque de données à une deuxième banque de données que je viens de rajouter et qui est présente sur notre serveur SAN. La VM2. Donc, je peux également le faire changer de disque. Voilà. Donc,
je vais le faire migrer. Donc, la tâche de migration de notre machine virtuelle VM2 sur le Datastore VM. C'est terminé. On va donc parcourir notre Datastore, Datastore VM2. Voilà, on retrouve VM1 et VM2, tous les deux machines virtuelles. Donc, pour cette formation, ce qu'on a couvert, on a couvert la configuration réseau pour une machine virtuelle et la configuration du stockage. J'espère que ce module vous a été très utile. Si vous avez vraiment aimé ces modules, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à poser des questions, des préoccupations en commentaire auxquelles je vais répondre. Et n'hésitez pas également d'aimer la vidéo, de la partager et également de vous abonner sur notre chaîne YouTube, chaîne sur laquelle on va proposer un ensemble de formations en informatique telles que PFTS, etc. Donc, pour le prochain module, nous verrons la configuration d'une machine virtuelle. Merci et bye.